Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan pour l'actualité sportive de l'archipel. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2024 et notez en bref qu'en France, 55 492 entreprises ont fait faillite en 2023, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2017 selon la Banque de France. Et les ouvriers de la SCEA, la plantation à Capesterre-Belle sont en colère. Ils dénoncent les retards récurrents de paiement des salaires. Ils sont toujours dans l'attente du versement de leur prime 2023 qui devait être réglée il y a 18 jours. Ils dénoncent également l'impunité des gros producteurs de bananes qui polluent l'environnement sans vergogne. On écoute Louis Molza, représentant du personnel au micro d'Olivier Félix. On a un problème à salaire. Et en ouvrier agricole, parmi la classe ouvrière dans le secteur d'activité, c'est nous qui sommes mal lotis. Et c'est nous qui avons touché moins d'argent et malheureusement, nous n'avons pas payé nous. Pendant 3 ans, tous les mois, nous avons des problèmes avec M. Assa. Le mois d'octobre dernier, il vient payer nous au moins côté le 15 ou le 16 mois d'octobre, il nous en novembre. Et mois de novembre, il nous le 18 décembre. Et en même temps, là, nous commandons. Et prime là, ils disent nous, prime là, il y a 48 heures, comme c'est un peu coincé. Bon, nous comprenons en tant qu'humain, fait humain, comprenez. De 48 heures à jour là, là, on compte sur les bouts de doigts, le 18 décembre à le 5 janvier, il y a 18 jours. Et ils disent nous, 48 heures, il y a alors, nous avons constaté que Missia, ça c'est G qui a fait avec nous. Et nous préparons pour nous faire G. Parce que la banque, il ne peut pas attendre vous. Hein. Tous les problèmes que vous utilisez, la banque, puis, ou quand travaille, il faut payer vite. Quelque chose, il faut payer. C'est inadmissible que nous travaillons dans une salubrité comme ça. Ce n'est pas normal que pas de vestiaire, pas de l'eau potable. Fais-nous faire population Guadeloupe savent que banane qui a parti à l'étranger, on ne peut pas dire toutes les plantes, mais pratiquement 80% c'est avec de l'eau agricole qui a fait ça. Et ils ont mis des produits chimiques en dedans pour arriver juste en poste à emballage là. Et après, même produit là, ça, ils ont jeté dans la nature. Je vais lancer un appel pendant que nous là. L'ADL qui rôle qu'ils ont joué. Parce que si nous débutons que anti-malais qui mettent en poulailler devant Kazaï, eh bien, ils ont interpellé qu'il doit faire ça, il ne doit pas faire ça, et ils ont des amendes. Et des grands planteurs qui ont pratiquement 24 hectares, eh bien, ils ont jeté tout le bordel dans la nature. Rivière Kaoubé, juste à côté là, comme ça, eh bien, ils polluent, si les gens ont baigné plus bas, si les gens ont lavé linge plus bas. Et Zola, il y a un lobby qui n'est pas normal, et ça a laissé passer comme ça. Et pour eux, c'est normal, c'est normal. Effectivement, si vous pas dit rien, pour eux, si vous pas appelez vous ou pas appelez, c'est que vous pas souffrir. La flambée des prix depuis 2 ans a fortement modifié les habitudes de consommation. Les paniers et caddies sont de moins en moins pleins, avec des clients en quête principalement maintenant de bonnes affaires. Les commerçants n'hésitent donc pas à changer les gammes des produits proposés et optent pour les moins coûteux. Regardez. Je pense que c'est peut-être aussi beaucoup lié à l'actualité. Donc les guerres, le mauvais temps, donc tout ça en fait ça favorise pas en fait une baisse des prix. Autant d'un coup non, vraiment ça me paraît un peu trop. Mais après je peux comprendre qu'il y ait une inflation, c'est normal, la vie elle coûte de plus en plus cher, on est de plus en plus nombreux, les produits se raréfient et il faut augmenter, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de demande et moins il y a de produits et plus le produit est cher. Donc tout ça c'est à peu près normal. Mais il y a peut-être des taxes qu'on pourrait éviter et certains produits qui pourraient être un petit peu moins taxés et ça nous permettrait peut-être de s'en sortir un petit peu mieux. Ma clientèle en fait elle est beaucoup plus regardante, elle est là parce qu'on a quand même en fait une clientèle fidèle. Mais c'est vrai qu'en fait on essaie de s'adapter en fait à notre clientèle et bien, en essayant de remplacer un produit par un autre
et on regarde beaucoup plus les prix en fait. Je pense quand même qu'il va falloir faire attention et peut-être augmenter un peu le prix des menus parce que forcément, quand nous, ça nous coûte plus cher, à la fin, il faut qu'on augmente un petit peu pour trouver notre marge. Même si je voulais me rabattre en fait sur du local, le local en fait sur certains produits ça coûte beaucoup plus cher que de l'import. Pourquoi? Parce que pareil, hein, il y a eu du mauvais temps, donc des produits, il y en a de moins en moins, en tous les cas sur les produits que les clients consomment. Donc il y en a moins, donc du coup c'est plus cher. Donc voilà, donc du coup là aussi on s'approvisionne mais très peu. Les gens, dans tous les cas, que ce soit dans un supermarché ou au restaurant, ils vont devenir frileux. Hein. Si ça coûte plus cher, il y a toujours une petite période d'adaptation. Et puis à la fin, c'est résigné et les gens ils recommencent à consommer comme avant et ils ont encore gagné, quoi. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le principe, quoi, le procédé. On essaye en fait d'avoir un peu plus d'articles en promotion, de faire profiter en fait des clients en fait et des articles en promo, mais après on ne peut pas trop réduire non plus sur notre marge, parce que si on réduit notre marge, en fait on se met aussi en difficulté. Donc il vaut mieux je fais plutôt en fait un choix de produits, voilà, de gamme, plutôt que de réduire sur le, comment dirais-je, je vais plutôt réduire sur le nombre de références plutôt que sur la marge. Il y a des articles que j'aimerais m'arrêter parce qu'en fait après je suis aussi consommatrice, hein, donc je ne vais pas aller acheter quelque chose en me disant oui je vais peut-être vendre un article, mais il faut voir sur la durée. Donc peut-être que le client en a besoin sur le moment, donc il va l'acheter, mais après le but c'est pas non plus que je jette. Donc je préfère ne pas faire et attendre que le prix baisse. Et s'il baisse pas, on remplace par un autre produit. Et maintenant, je reçois Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France. Bonsoir, monsieur Trichard. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le nouveau grand maître du Grand Orient de France. Vous avez donc été élu pour une année. Avant de faire un point, effectivement, sur votre mandature et votre passage ici en Guadeloupe, on vient de regarder justement un reportage sur l'inflation. Ça fait quand même 2-3 ans que la population française et la population mondiale enchaînent les mauvaises nouvelles entre guerre, augmentation des prix. Enfin, on sent que plus grand-chose ne va. Vers quoi on tend, monsieur Trichard? Vers quel type de monde on tend? En tout cas, on tend vers un monde qui, effectivement, est en proie aux crises. Crise économique ou crise de l'inflation, crise du pouvoir d'achat. Au Grand Orient de France, nous réfléchissons aux questions de la dignité humaine. Et évidemment, quand on parle de pouvoir d'achat, de pauvreté, de précarité étudiante, des travailleurs pauvres, c'est des sujets, évidemment, qui nous intéressent, que l'on traite dans nos loges, dans nos 1400 loges réparties sur l'ensemble du globe. Et puis on traite également de la question des crises qui agitent la planète, et notamment, par exemple, parce que vous êtes également sensible à ces questions, la crise climatique, avec le changement climatique qui devrait... il y a eu la COP28 il y a quelques jours, qui devrait beaucoup plus mettre en responsabilité les hommes et les femmes qui ont en charge de présider aux destinées des populations. Et puis vous parliez du contexte international avec les conflits qui se multiplient, la guerre en Ukraine qui s'éternise, le conflit au Proche-Orient. Le message des francs-maçons est un message de paix. La franc-maçonnerie, on dit qu'elle est là pour réunir ce qui est épars. Et vous savez que nous avons un illustre franc-maçon qui s'appelait Léon Bourgeois, qui a été le père de la Société des Nations, hein, l'ancêtre de l'ONU, qui a été prix Nobel de la paix en 1920. Et son message à lui, c'était le multilatéralisme et la négociation. Et donc le message des francs-maçons, c'est un message de paix, c'est un message de dialogue. Il faut que partout où c'est possible, les hommes et les femmes humanistes se réunissent pour pouvoir trouver des solutions humanistes aux difficultés de ce monde. On aurait tendance à se demander s'il y a suffisamment justement d'humanistes dans ce monde, quand on voit que les crises prennent le pas et le dessus un peu partout. On parlait effectivement du conflit au Moyen-Orient, du conflit en Ukraine, on a un conflit naissant entre les deux Corées, on a peut-être un conflit sur les bras avec Taïwan. Enfin, on sent que tout le monde est un peu en mode belliqueux. Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'humanité ces temps-ci, concrètement ? En tout cas, les francs-maçons sont des porteurs d'espérance et des travailleurs invétérés. On est des optimistes. Dans nos loges symboliques,
nous réfléchissons aux maux de ce monde pour tenter d'y apporter modestement notre part, notre contribution. On dit que vous avez un pouvoir d'influence. Est-ce que vous pouvez infléchir justement des politiques et ramener tout le monde un peu vers de bons sentiments, de meilleurs sentiments? Ce ne sont pas les obédiences maçonniques qui influencent. Ceux qui influencent ce monde, c'est celles et ceux qui peuvent être francs-maçons et qui, travaillant sur eux-mêmes, échangeant dans le cadre des travaux de nos loges, à l'extérieur du temple, tentent d'apporter du mieux, du bien dans le monde. Donc l'influence, elle est là. On a au sein de nos loges des hommes et des femmes politiques, des syndicalistes, des présidents d'ONG, des responsables de Restos du Cœur, par exemple, toutes les associations qui contribuent de façon humanitaire à améliorer le quotidien des hommes et des femmes. Et c'est ça, finalement, l'influence de la franc-maçonnerie. Mais je crois que ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'on est avant tout un ordre initiatique, qu'on travaille d'abord sur l'amélioration de nos membres, c'est-à-dire devenir meilleurs, devenir des meilleurs hommes, des meilleures femmes, des hommes et des femmes de bonne volonté, qui ensuite ont ce désir d'améliorer à la fois la société et l'humanité. Et vous travaillez aussi à concilier, on a beaucoup de mal dans la société occidentale à concilier science, technologie et spiritualité. Eh bien, en franc-maçonnerie, on n'a pas du tout de mal à concilier ça. Nous sommes les héritiers du siècle des Lumières, donc de la raison, de notre attachement viscéral aux sciences, à la raison et donc forcément au refus de tout ce qui est dogmatique, des solutions faciles. On est attaché à la réflexion et donc forcément à la complexité des choses. Et également, je crois qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, membres donc d'obédience, qui sont attachés à une certaine spiritualité. Et il n'y a absolument pas d'opposition entre la spiritualité d'un côté et l'attachement aux sciences et à la raison de l'autre. C'est vrai qu'on voit ça souvent comme quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. On a tendance à juger les personnes qui pratiquent une spiritualité. Ce n'est pas le cas en franc-maçonnerie. On respecte un peu toutes les pratiques de chacun. En tout cas, au sein du Grand Orient de France, vous savez, nous sommes la première obédience maçonnique libérale et adogmatique. Ça veut dire libérale parce qu'on accorde la liberté absolue de conscience à nos membres. On est libre de croire ou de ne pas croire. Et puis adogmatique parce qu'on refuse les dogmes. Et donc cette liberté de croire, de ne pas croire, elle est c'est évidemment le message qu'on veut faire passer également dans la société. C'est-à-dire que les hommes et les femmes dotés de raison, et dans cette année particulière où nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er dit que les êtres humains sont dotés de raison et de conscience. Et donc, le fait d'être doté de raison et de conscience signifie qu'il faut que partout où c'est possible, via notamment l'éducation, eh bien, on puisse doter, apprendre aux enfants, aux jeunes enfants, aux adolescents, à réfléchir par eux-mêmes, à sortir des dogmes, à sortir des cases. Malheureusement, dans ce monde, on met trop souvent les hommes, les femmes dans des cases, on les assigne au plus petit dénominateur commun. Et je crois que c'est pas ça l'humanité. On a même l'impression qu'on tend vers une pensée unique. Une pensée unique, mais également, je le crois, alors ça c'est facilité également par les réseaux sociaux, il faut être assez clair, taper un tweet en moins de 285 caractères, etc. Mais le vrai sujet, c'est pour les francs-maçons, encore une fois, de faire passer le message qu'à des problèmes complexes, il ne peut y avoir que plusieurs solutions qui sont elles-mêmes complexes. La facilité des choses, et notamment cette facilité qu'utilisent les partis extrémistes, qu'ils soient des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou les obscurantistes religieux, eh bien, cette facilité, c'est absolument celle que l'on rejette quand on est franc-maçon, parce qu'on a cette certitude qu'il n'y a justement pas de vérité absolue, et que le chemin est long avant d'imaginer pouvoir comprendre pleinement les choses. Je dis souvent qu'il y a minimum 2 versions dans une histoire.
Donc pour la reconstituer, il faut prendre les éléments des deux histoires et pas qu'une seule, c'est pas possible comme ça. Alors vous êtes de passage en Guadeloupe pour venir visiter les frères du département. Est-ce qu'ils font leur job concrètement? Alors je viens visiter les frères et les Et les sœurs. sœurs, c'est vrai, c'est vrai. Dans le cadre d'un événement particulier. C'est ce qu'on appelle les fêtes solsticiales. On fête le solstice d'hiver, ce qui est symboliquement quelque chose de fort. C'est le redémarrage de la nature. La lumière croît à nouveau. Et donc l'espérance également. Et les francs-maçons sont porteurs d'espérance. Et donc là, dans ces fêtes très, très particulières, très célébrées, je viens à la rencontre d'environ 150 frères et sœurs, à la fois de Guadeloupe, mais également de Saint-Martin, mais également donc, qui viennent sur l'île, mais également des frères et des sœurs qui viennent d'Haïti, qui viennent de Guyane, pour justement, tous ensemble, célébrer le solstice d'hiver. Et donc moi j'ai envie de vous dire, oui, ils font le job. Moi je suis, en tant que grand maître, j'ai la charge d'aller dialoguer avec les frères et sœurs de toute l'obédience dans le monde entier, puisque le Grand Orient de France n'est pas qu'en France, et dans tous les pays où c'est possible, mais également, évidemment, dans les territoires d'outre-mer. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, non seulement ils font le job, mais je trouve qu'ils sont courageux. J'aime à dire, j'ai paraphrasé récemment une citation de Clémenceau, que les francs-maçons sont les artisans courageux de la cathédrale républicaine. Et je le pense vraiment, c'est-à-dire que dans ces temps troublés, être franc-maçon, s'engager, travailler dans nos loges symboliques pour ensuite essayer d'aller faire le bien autour de soi, c'est courageux. C'est courageux notamment avec la montée des extrémismes, de l'islamisme, des obscurantismes religieux. Je crois que c'est vraiment très courageux. Et donc oui, le message que je peux leur faire passer, c'est évidemment, je vais leur dire dans le week-end que je suis fier d'eux et qu'il faut continuer le travail. Et pour ceux qui s'écartent, comment ça se passe? Comment ça se règle? Qui s'écartent. Par exemple, on sait effectivement que pour accéder aux loges, bon, il y a certaines choses à faire, il y a un certain état d'esprit effectivement à avoir, mais est-ce que vous bannissez certains de vos membres? À savoir, est-ce qu'il y a des lignes à ne pas franchir? Au Grand Orient de France, il y a une ligne rouge qui est claire, nette et précise. L'appartenance à des partis politiques prônant le racisme, la xénophobie, la haine de l'étranger, de l'autre, l'homophobie, bref, tout ce qui contribue à rejeter l'autre, à le stigmatiser, oui, là c'est une ligne rouge. Et lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui malheureusement tombent du mauvais côté de la société, en ayant succombé aux sirènes de l'extrême droite, à ce moment-là, il y a des procédures internes pour exclure ses frères et sœurs de l'obédience. Quand ça ne correspond pas aux valeurs de la loge, là, effectivement, au principe et aux valeurs fondateurs de la franc-maçonnerie, qui se veut justement être un ordre initiatique universaliste. Et à partir du moment où on est universaliste, on ne peut pas stigmatiser, assigner les hommes et les femmes selon leurs préférences sexuelles, leur couleur de peau, leur prétendue appartenance religieuse. Et donc, tous ceux qui prônent l'exclusion en fonction de cette assignation identitaire, oui, sont exclus. Mais on a une France qui glisse, hélas, lentement mais sûrement. Hélas, et je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, la contamination des esprits par l'extrême droite est une catastrophe. Il a encore temps de se ressaisir parce que les Françaises et les Français sont un peuple généreux. Et très clairement, la loi immigration qui a été votée à l'Assemblée nationale est l'exemple le plus manifeste de la contamination idéologique par l'extrême droite des esprits. Et évidemment, les francs-maçons du Grand Orient de France sont farouchement opposés à cette contamination, et on fera tout, évidemment. Est-ce que vous pourrez servir de contre-pouvoir s'ils accèdent justement à la présidence, ce qui est fortement envisagé de plus en plus? Rien n'est inéluctable. Je crois que ce qu'il convient de faire, c'est de répondre aux maux de la société,
Je le redis, les Françaises et les Français sont un peuple généreux, ouvert. La République s'est construite par vagues migratoires successives. C'est la richesse de la République. Et le message que l'on peut faire passer, moi j'aime beaucoup rappeler le discours de Ramsay. Le discours de Ramsay dit que le monde est une grande république, n'est qu'une grande république, donc chaque nation est une famille et chaque particulier sont les enfants. Et cet attachement au discours de Ramsay, un discours fondateur pour les francs-maçons, eh bien, cet attachement-là, je crois, ce message universaliste, nous devons continuer à le porter. Merci beaucoup en tout cas Merci Guillaume à vous. Trichard, grand maître du Grand Orient de France, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler donc de votre visite et pour aussi ce petit point sur la situation actuelle qui se tend de jour en jour, mais comme vous le dites, il faut garder espoir, sinon tout est perdu. Merci pour votre invitation. Et dimanche, des milliers de carnavaliers seront au rendez-vous pour la première parade de l'année. Tous les yeux seront rivés sur les divers groupes et qui vont sortir, vous le savez déjà, de magnifiques costumes et des mélodies particulièrement entraînantes. En tout cas, nous serons en direct chaque week-end pour vous faire vivre ces événements. Alors serez-vous de la team « Je regarde ma télé » ou « Je vais sur place » ? On vous écoute. Je pense plutôt à la télé parce qu'il y a trop de violence maintenant. Je préfère prendre mes précautions. Dans les rues, parce que c'est plus intéressant. J'aime bien les groupes à peau parce que là, il y a beaucoup de jeunesse qui prend le plaisir et c'est bien. Ah, je ne suis pas carnaval du tout. Normalement, c'est toujours dans la rue. Je fais un petit tour dans la rue, mais des fois, c'est mieux à la maison. Parce que il y a trop de violence. Oui, je suis carnavalière. Lyonnage des Abîmes. Les deux. J'aime le carnaval et que quand il y a carnaval, je vais partout où il y a du carnaval. Jamais à la télé, j'aime pas la télé. Donc, je regarde mon carnaval en live. Il y a Gelbo All-Star, Caleçon, Piquant, Tibois. Je regarde, je fais les deux. La télé, la rue, je fais les deux. Dans la rue, à la télé, c'est pas assez chaud. Moi, je ne vais pas regarder, mais moi, je vais défiler. Ben, j'aime tout, l'ambiance, les décors, la musique, tout. Quand j'y vais, c'est pour regarder tout ce qui est bon. Hein. Groupe à masse, groupe caisse claire, en général tout. Moi, j'aime tout, hein, mais comment dire, il faut toujours s'attendre et espérer voir de nouveautés, quoi. Parce que le problème, c'est que souvent, on a les mêmes motifs, les mêmes vêtements qui reviennent chaque année. Alors donc on espère toujours voir des nouveautés. Pas très grande, vous avez bien vu, je suis petite. Donc j'aime pas trop jouer des coudes pour voir ce qui se passe. À la télé, sincèrement, c'est qu'un indice, je vois tout, je perds rien. Alors, je préfère rester chez moi. Vous êtes déjà chaud, vous êtes déjà prêt en tout cas. Et on se rend maintenant au pays de la Canne à Beauport pour un atelier autour du bain des marais. À cette occasion, l'ethnobotaniste Lily Lolia s'attelle à transmettre cette pratique ancestrale. Regardez. Nous sommes ici à Beauport, en Guadeloupe, site départemental, où nous essayons de mettre en avant la culture, le patrimoine de notre île. Et nous sommes là pour un événement qui est le poser-causer autour du bain des marais avec Lily Lolia qui se trouve juste derrière nous. Je suis là pour parler de notre patrimoine, du bain des marais, parce que nous sommes au mois de janvier, en début d'année, donc il est important de faire le nécessaire que la tradition perdure, qu'elle soit transmise, parce que c'est la seule manière de pérenniser les choses et d'exister dans le temps. Lily Lolia, c'est une botaniste reconnue qui a l'habitude de faire le bain des marais. Alors le bain des marais, c'est une tradition caribéenne
Et quoi de mieux pour commencer l'année que laisser toutes ces choses derrière nous avec Se poser causer où elle va expliquer les plantes, expliquer les pratiques pour pouvoir réaliser cette tradition, ce patrimoine que nous avons. On voit depuis quelques années que tous les habitants, déjà les bains c'est quelque chose de commun à toutes les civilisations et on remarque que depuis quelques années tous les habitants ont tendance à vouloir comprendre comment les gens fonctionnent ici, notre cosmogonie, notre rapport à la nature et puis de par le monde on rencontre partout des gens, des personnes qui veulent comprendre et mieux comprendre la valeur et l'apport de la nature et les bains en font partie. Et une fois bien nettoyé, vous êtes donc prêts pour courir et le mouvement culturel Moon Ki Moon, lui, est dans les starting blocks pour le déboulé de dimanche. Nous étions en répétition avec eux hier, regardez. Nous sommes à Dotéma, plus précisément au cyclotron. Nous sommes là pour répéter. Nous sommes en répétition avec le groupe MKM. Alors la petite histoire, c'est qu'on répète le jeudi soir, le samedi. Donc on commence le jeudi à 19h en section. On travaille en atelier. Donc chaque responsable travaille avec sa section pour travailler en profondeur, pour pouvoir améliorer ce qui ne va pas avec chaque musicien et puis faire travailler aussi les débutants. Et ensuite, à 20h, on se retrouve tous ensemble pour travailler la musique d'MKM. Et c'est exactement la même chose le samedi, à part qu'on commence un peu plus tôt, puisqu'à 17h, on travaille avec les jeunes. Et ensuite, à 18h, ce sont les adultes, toujours par section. Et ensuite, à 19h, on se retrouve tous ensemble pour faire sonner MKM. C'est vrai que pour harmoniser le son, dans chaque section, on essaye aussi de compléter avec soit une basse, soit avec deux contrebasses, en fonction de ce qu'on va travailler. Alors, on peut très bien travailler que contrebasse, pour pouvoir apprendre le mouvement du Saint-Jean. On aurait pu très bien aussi travailler que le tambour-chant. Mais c'est vrai qu'au bout là, nous sommes quand même au mois de début janvier. Nous sommes début janvier. Début janvier, ce travail a déjà été effectué. Donc aujourd'hui, on est passé à autre chose. Donc c'est-à-dire que lorsque les tambours-chants travaillent, on leur met une ou deux basses avec quelques contrebasses, histoire d'équilibrer, d'harmoniser le son et de pouvoir travailler aussi certains breaks, certaines choses qui ont été mises en place pour la musique d'MKM. Pour cette saison avec MKM, nous les fruiteurs, nous essayons de nous démarquer comme chaque année. On essaie de mettre en place des ateliers afin de faire la transmission envers nos jeunes, que tous les enfants puissent pouvoir venir et s'amuser, que le carnaval, en fait, c'est vraiment un moment de détente et de partage, surtout pour nous, les fruiteurs d'MKM. Donc, nous sommes plus dans la transmission. Et comme chaque année, nous essayons quand même de faire que les fruiteurs puissent rayonner lors des déboulés et ne pas être juste là, présent parmi le masse. Il y aura une grosse nouveauté cette année avec une création originale de Moon Ki Moon. Donc on aura le masque Clénindin. Donc ça se passera le 26 janvier. Donc en fait c'est une sorte de communion avec tous les groupes à Pau de Guadeloupe qui seront invités. Dimanche, tout le monde attend ça avec impatience. Ce sera la vraie sortie. Bon, nous en avons déjà effectué quelques-unes durant, avant le carnaval, notamment pour la fête des Abîmes. Donc c'était le 8 décembre, c'était notre vraie première sortie. Et nous avons enchaîné avec cette sortie du 1er, où c'est le bain des marées, où c'est symbolique, où nous prenons la première sortie et le premier bain pour cette année carnavalesque. Un reportage de Vianney Valverde. Et on se rend maintenant aux côtés du groupe Excellence pour leur répétition. À 2 jours du premier défilé au local, c'est la folie. Responsable musique, responsable danse, responsable instrument, Soumia que vous avez vu qui s'occupe des filles, musique, Charles et Jean-Marie et Rodrigue, responsable instrument qui colle, qui répare, enfin pour que tout soit prêt pour le samedi 7 dans les rues de Pointe-à-Pitre. Cette année sera vraiment chaude. Excellence qui est en Larry là, Excellence sera là et en tout cas on vous fait plein de bisous parce qu'on reçoit plein de messages et on aime le carnaval. Donc pour nous, bien préparer le carnaval, c'est faire une belle saison et maintenant on est vraiment dans la semaine de préparation. Très excitée. Impatiente, hâte que la saison commence. En plus, elle sera très courte, mais dense. Donc, on revisite un peu des choses qui existent déjà. On se remet dans le bain, on révise certaines chorés, on se met dans l'ambiance et puis on crée de nouvelles choses. On a de nombreux nouveaux adhérents, des danseuses, des encadrants, des musiciens, des porteurs de drapeaux. Franchement, la famille d'Excellence s'agrandit.
chaque année, de nouvelles musiques, chaque année, une nouvelle inspiration, puisque chaque année, c'est des thèmes différents. On a la chance d'avoir des responsables musique qui aiment, qui s'adonnent, qui sont vraiment passionnés. Et puis, on attend, bien sûr, surprise, le titre qui va bientôt sortir. On n'en dit pas plus. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Notez qu'en ce moment, il y a un audio qui circule effectivement émanant du journaliste Ronan Poney relative à l'affaire de Monsieur Lambert. Vous le savez, nous sommes dans un cadre d'un conflit entre un propriétaire et ses locataires. Et donc là, on est dans du pure version contre-version. Les documents ne devraient pas tarder à sortir et la justice, au final, ne devrait pas tarder à intervenir dans tous les cas, puisque visiblement, chaque partie est prête à porter plainte. En tout cas, on verra le dénouement de cette affaire-là, mais c'est vraiment pas la peine, je vous le dis, de rajouter de l'huile sur le feu. On devrait plutôt un peu calmer cette situation-là. Hein ? En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient lundi à 18h30. Je serai absent de l'antenne pendant un certain temps, enfin du JT en tout cas, pendant un certain temps. Je fais un remplacement à la rédaction, donc je vais vous concocter le JT quotidiennement. Donc des bisous, on se retrouve bientôt.